Au troisième temps fort de cette conférence sur la réforme de la formation professionnelle, quels impacts pour les acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Avant de commencer, j'ai en ma possession une clé de, ça doit être vraisemblablement, je pense, une allemande, une Golf ou une Audi. Voilà, une clé avec, on l'a retrouvée sur un siège. Donc ça n'appartient à personne. Vérifiez. Bon, je pense de toutes les façons, le propriétaire s'en rendra compte lorsqu'il ira à son véhicule. Voilà. Donc on laisse là et on verra tout à l'heure. Voilà. Jean-Philippe, j'espère que ça a été. La loi veut préciser une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle et de l'orientation. Après plusieurs mouvements de transfert de compétences débutés depuis 1982 pour les régions, cette réforme clôt le cycle et donne à la région les moyens d'une action forte et cohérente. Mais aussi, elle insiste énormément sur une nouvelle gouvernance qui ne peut se concevoir. Alors, ça dépend à quel niveau on le dit. On dit à certains moments à 3, on dit à 4. Moi, je préfère dire à 4, c'est-à-dire l'État, la région, les partenaires sociaux composés des organisations d'employeurs et des organisations syndicales. Avant de vous permettre de nous exposer cette nouvelle gouvernance, je vous propose d'écouter le témoignage des acteurs nationaux. C'est préciser la gouvernance de la formation professionnelle et de renforcer, tant au niveau national qu'au niveau territorial, une gouvernance autour de 3 acteurs majeurs que sont les partenaires sociaux, l'État et les conseils régionaux. Essayons de faire en sorte de coordonner ce que fait le FONGECIF, ce que font les partenaires sociaux en région, avec ce que fait Pôle emploi, avec ce que fait la région. Je vous donne un exemple. Sur les achats de formation en matière de demandeurs d'emploi, on a toujours dit qu'il était totalement anormal que Pôle emploi il achète dans son coin, la région achète dans son coin. Ce qui fait que le conseiller Pôle emploi, parfois, il ne connaît pas l'offre de formation sur son territoire. Les régions vont avoir un pouvoir de décision important pour, disons, développer la formation professionnelle. Ça va se jouer autour d'instances paritaires qui sont en train de se mettre en place et donc forcément les représentants des salariés vont avoir une voix très importante. Et ça c'est intéressant parce que ça va permettre de faire de la GEPCT, donc de la gestion prévisionnelle des emplois au niveau territorial, et ça peut par exemple intéresser énormément les toutes petites entreprises, les TPE. C'est plus un système administré. C'est pas un système dirigé par d'autres, c'est pas un système non plus où chacun fait ce qu'il veut sans aucune organisation, c'est un système régulé et donc plus efficace. Il faut que les acteurs s'habituent à discuter ensemble, à réfléchir ensemble, à définir ensemble des stratégies, même quand ils ont des intérêts un petit peu divergents, mais ensuite à confier à l'un des acteurs, le mieux placé, le soin de piloter le système. Les partenaires sociaux plutôt dans l'entreprise, les demandeurs d'emploi sur les territoires plutôt avec les régions. On a franchi une étape. Nous avons une vraie volonté de gouvernance de tous les acteurs concernés par ces questions-là. Tant au niveau national, ce qu'on fait aujourd'hui dans la concertation quadripartite, avec les partenaires sociaux, employeurs salariés, avec l'État et avec les régions. Vous déclinez cette dimension qui existe déjà en région et vous avez les ingrédients pour que tout le monde se parle, pour que dans les meilleurs délais on puisse trouver les bonnes organisations pour répondre à ces enjeux-là de manière efficace et réactive. Nous n'avons plus de temps à perdre. La vie économique est difficile. Le doute s'installe. Il faut très vite qu'on soit plus réactif sur les territoires, sur les régions, dans les régions, et qu'on réponde au mieux à tous ceux qui sont aujourd'hui en attente de ces dynamiques nouvelles. Jean-Philippe, on a donc dans ce reportage entendu parler prononcer plusieurs termes, CRIPFOP, CPRF, CPE. On a aussi beaucoup parlé de nouvelle gouvernance.
Que prévoit l'acte 3 de la décentralisation en matière de formation? Quels sont les nouveaux modes de gouvernance? Quel sera donc le rôle de la région en matière d'orientation? Et quelles seront les missions des instances paritaires et en particulier du CRIFOP? Effectivement, le film est encore riche en messages importants sur la réforme et vous avez repéré les différents profils des personnes qui s'expriment sur ce sujet. Ils sont de tous les bords, du côté des organisations syndicales d'employeurs, du côté des organisations syndicales de salariés, avec naturellement des représentants des régions. Et on n'a pas entendu Emmanuelle Vargon, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mais elle aurait pu s'exprimer aussi sur ce sujet. Nous sommes, avec la loi du 5 mars 2014, effectivement, en face d'une loi qui fait franchir une étape nouvelle à la formation professionnelle en matière de décentralisation. Mais pour bien comprendre les enjeux de cette nouvelle décentralisation, il faut rappeler que le choix qui a été fait en France donc depuis le début des années 80, c'est le choix d'une décentralisation dans laquelle l'État est toujours représenté au niveau territorial. Nous avons des ramifications à travers la préfecture, à travers la directe, à travers le rectorat, à travers d'autres ministères qui sont impliqués dans la formation professionnelle. Et naturellement, pour bien comprendre la subtilité de la décentralisation à la française, il faut rappeler que nous avons un pouvoir législatif qui reste national. Même s'il peut y avoir des expérimentations territoriales, le but du jeu n'est pas d'autonomiser les régions, même si certains courants souhaitent aller plus loin dans la territorialisation de la République. Cette approche est importante à avoir à l'esprit, surtout que nous sommes sur un sujet où, là encore, le mot important à retenir, c'est le mot responsabilité. La responsabilité, elle est intrinsèque dans le cadre de la formation professionnelle, puisque le principe de la formation professionnelle continue, c'est de poser le principe que c'est une obligation nationale qui est l'affaire de beaucoup d'acteurs. Donc, dans cette problématique, naturellement, nous retrouvons la source principale de la complexité de cet univers, puisque nous n'avons pas qu'un seul pilote, nous avons plusieurs pilotes qui sont aux commandes de plusieurs dispositifs. Et l'élément fédérateur qui doit conduire à la fameuse gouvernance quadripartite, c'est de considérer que, quelles que soient les stratégies des uns et des autres, quels que soient les instruments qu'ils ont en charge de piloter, que ce soit les structures de collecte ou que ce soit les dispositifs comme la professionnalisation ou le congé individuel de formation, ils participent à une problématique plus globale de faire en sorte que la population active, la population qui est sur le marché du travail, soit la plus performante possible pour à la fois répondre aux impératifs de l'entreprise, pour qu'elle soit plus efficace, plus productive, mais également pour que, au niveau des individus, une sécurisation du parcours professionnel soit mise en œuvre. Donc nous sommes bien dans une affirmation de décentralisation avec l'abandon par l'État d'un certain nombre de ses pouvoirs. Donc je vais vous présenter tout cela. Et ensuite, nous sommes dans une approche où nous allons le voir, que ce soit dans le cadre du service régional de formation professionnelle ou dans le cadre du service régional de l'orientation professionnelle, on voit bien que tous les acteurs seront invités à participer à la définition du périmètre d'intervention. Le but du jeu étant de faire de la région le chef de file, le porteur de dynamisme et d'énergie. Comme il l'a toujours été, la région avait un rôle de coordination jusqu'à présent. On va plus loin, on ose le terme de gouvernance territoriale, avec cette idée donc d'animer à quatre parties cette politique territoriale. Alors, premier volet de la... Pardon, ça c'est pas mon diaporama, je ne sais pas très bien pourquoi, c'est peut-être derrière, je ne sais pas.
On n'a pas testé, on aurait dû. On est passé tout de suite à la table ronde et aux échanges. Excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas activé. Voilà, c'est le punch de ce midi. J'aurais pas dû prendre de punch. Je savais qu'il y avait un piège dans cette petite boisson. Voilà, mon diaporama. Donc, un acte 3 de décentralisation. L'État a transféré toutes ses dernières prérogatives dans le champ de la formation professionnelle aux régions. L'énumération va tenir en quelques slides. L'affirmation qui est posée aujourd'hui, c'est l'affirmation d'une compétence pleine et entière. Avant, la région avait une compétence générale dans le domaine de la formation professionnelle et l'État avait gardé des compétences d'attribution. Ces compétences d'attribution donc disparaissent et on peut effectivement comprendre maintenant pourquoi ce sont des compétences pleines et entières. Ça veut dire qu'elles ne sont plus partagées avec l'État. Alors j'ouvre tout de suite une parenthèse. L'État va garder son intervention dans le cadre du domaine des politiques d'emploi. Et naturellement, les politiques d'emploi reposent sur des actions de formation. Donc l'État restera très attentif à tout ce qui se fait en matière de formation professionnelle parce que ça lui est utile par rapport à ces problématiques de politique d'emploi. Donc le premier poste de transfert, c'est le transfert des publics dits de compétences nationales jusqu'à présent. Donc ce sont les personnes handicapées, les détenus, les Français de l'étranger, les réfugiés, les apatrides et ceux qui relèvent donc de la lutte contre l'illettrisme et de l'acquisition du socle commun de compétences. Ces publics donc relevés d'une politique jusqu'à présent considérée nationale, il va falloir l'assumer au niveau territorial. L'État va transférer parallèlement donc des moyens pour assumer ces nouvelles responsabilités. J'attire l'attention sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens et que les régions ne vont pas récupérer beaucoup de moyens supplémentaires pour mettre en œuvre ces politiques de formation. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dorénavant, c'est bien la totalité des publics de la formation professionnelle qui seront de la compétence des régions. Ensuite, c'est important de repérer que la région va organiser le service public de l'orientation tout au long de la vie. Donc une lourde responsabilité avec naturellement la complicité là aussi des opérateurs qui restent dans le giron de l'État. Ensuite, meilleure coordination des achats publics de formation avec un conventionnement avec Pôle emploi concernant ces formations collectives. Ça a été dit dans les interviews. Ça sera certainement plus facile pour le conseiller de Pôle emploi d'avoir de la visibilité sur la totalité des politiques de formation menées en direction de ces populations. Autre outil, il en a déjà été un petit peu question lors du propos introductif du président de la GEFMA, l'habilitation d'organismes de formation. Ça va ouvrir donc la possibilité de nouvelles relations avec les organismes de formation et de ne pas passer par le Code des marchés publics pour mettre en œuvre des opérations en direction des publics les plus en difficulté, ceux qui relèvent des politiques d'insertion. Il s'agira de passer dans des stratégies donc d'habilitation pouvant aller jusqu'à 5 ans et tout ça permettra une stabilité des dispositifs et une meilleure évaluation de leurs résultats. Autre sujet important concernant ces transferts de compétences, c'est la question de la gestion des CFA, avec donc l'ouverture des places en apprentissage et la possibilité donc de passer avec les branches professionnelles de nouvelles conventions d'objectifs et de moyens. Enfin, puisqu'on commence à parler des jeunes, 2 autres sujets sont prévus. On en a parlé ce matin concernant le compte personnel de formation et les principes posés par la loi Payon de la formation différée. Là est écrit noir sur blanc dans le Code de l'éducation que la région assure l'accès gratuit à la formation des jeunes au premier niveau de qualification. C'est une ambition très grande. C'est fait partie de ces dispositions où apparaissent la notion de gratuité.
Cela supposera naturellement, puisque rien n'est gratuit dans ce bas monde, de trouver des financeurs pour garantir cette gratuité. Et donc, en tout cas, un objectif est fixé en direction de ces publics qui quittent la formation initiale sans diplôme. Également, donc, le décrochage scolaire avec l'animation de la lutte contre le décrochage, politique qui relevait jusqu'à présent du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, il y aura une coordination à mener pour faire en sorte que ces jeunes restent repérés au niveau territorial. Ce dispositif va profiter de la mise en place du compte personnel de formation qui sera un instrument permettant de continuer à suivre ces jeunes. Enfin, donc, il a été beaucoup question de ces sigles difficiles à prononcer avec les mutations du CNFPTLV en CNEFOP et du CCEFP en CREFOP. Donc, c'était important de rénover ces instances. On a fusionné, en fin de compte, deux instances qui existaient au niveau national et deux instances qui existaient au niveau régional pour regrouper les problématiques de l'emploi avec celle de la formation et de l'orientation professionnelle, d'où ce sigle auquel il va falloir s'habituer, de EFOP, emploi, formation, orientation professionnelle. Et donc, se greffe bien le lien entre le thème de l'emploi et l'univers de la formation et de l'orientation professionnelle. Alors, rentrons un petit peu plus dans les instruments et les outils opérationnels. Donc, la région va organiser et financer un service public régional de formation professionnelle avec des principes qui sont quand même très intéressants à repérer et à commenter. Donc toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à la formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. On le voit dans cette finalité, on voit bien que la question est bien la relation de la formation avec l'emploi, avec la sphère de l'univers professionnel. C'est la mission du service public régional, c'est bien de garantir cette action qui permettra l'accès au marché du travail. Pour cela, donc, la région va organiser un accès gratuit à la formation professionnelle permettant de conduire à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau 4. Donc nous avions déjà connu des dispositifs qui se fixaient comme ça des objectifs de diplôme. Là, on atteint le niveau du baccalauréat, donc c'est plus fort que le fameux crédit formation individualisée qu'on avait connu dans les années 90. Autre possibilité, ou pour les professions dont la liste est établie et révisée tous les 3 ans par l'État, c'est-à-dire les professions réglementées, eh bien donc la possibilité, là encore, de mettre en œuvre des dispositifs de formation gratuits pour ces populations qui rentrent dans ces professions. Par ailleurs, au niveau de la Martinique, un amendement a permis la création de cet établissement public administratif qui aura pour mission, par voie de délégation, de créer et de gérer le service public régional de la formation professionnelle, d'organiser et de coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie, d'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle, et de rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. On le voit avec cette initiative souhaitée par les représentants de la Martinique. On voit se dessiner un modèle qui pourrait inspirer d'autres régions, et pourquoi pas des régions métropolitaines, car en stabilisant dans un établissement public cette mission, ces différentes missions, on a là la chance de construire dans la durée une professionnalisation des acteurs et une meilleure coordination
de leur mise en œuvre. Donc en tout cas, initiative qui va être suivie de près, car elle est certainement porteuse d'un modèle très intéressant. Enfin, et on va terminer sur ce sujet, la question de la gouvernance régionale, c'est au cœur aussi des principes de la décentralisation qui sont posés dans cette loi. La région n'est pas censée tout faire. Et vous l'avez compris, il y a suffisamment de choses à faire pour que des initiatives soient prises à tous les niveaux. Par contre, la région doit organiser une meilleure coordination et on franchit une étape supplémentaire avec le texte de mars 2014. En effet, il s'agit de créer une stratégie concertée au niveau régional sur les politiques d'emploi, de formation et d'orientation dans un cadre quadripartite. On le voit bien, la légitimité de l'État reste pleine et entière parce que la formation professionnelle est au service de l'emploi. Et tout cela va aboutir à une réorganisation des instances, donc on en a déjà un peu parlé, et surtout à l'intérieur de ces instances, et en particulier à l'intérieur du successeur du CCEFP, donc au sein du CREFOP, on va créer un bureau des financeurs, qui va être un bureau pérenne, qui va garantir en permanence donc le dialogue et la production de décisions en commun sur un certain nombre de sujets sur lesquels la loi a prévu d'entraîner donc ces différents acteurs. Donc on est devant un processus clair. La région est chef de file en matière d'orientation. Elle va coordonner toutes les interventions des acteurs en matière d'orientation au niveau régional. Donc c'est elle qui va avoir la responsabilité de l'organisation du service public régional d'orientation, de la mise en réseau des centres de conseil sur la VAE et la désignation des opérateurs régionaux du conseil en évolution professionnelle après concertation au sein du CREFOP. Et c'est là où je voulais vous emmener, c'est que ce CREFOP donc, va avoir comme mission une concertation, notamment, dit le texte. Donc les trois premiers sujets qui sont dans la loi ne sont que quelques sujets sur lesquels ce bureau est attendu. Donc la désignation des opérateurs régionaux du Conseil en évolution professionnelle, donc tout ça vous a été présenté par Marie-Claude dans le détail. Donc il y aura une liste supplémentaire d'opérateurs en Martinique à côté donc, des 5 réseaux nationaux. Il y aura aussi la question de la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectée par les entreprises. Et puis donc la question des fameuses listes des formations éligibles au compte personnel de formation que je vous ai présenté ce matin. Donc on le voit bien, la concertation ne peut que démarrer. Je vous rappelle que le compte personnel de formation est un outil au service de la formation des salariés, mais également des demandeurs d'emploi, et que ce compte personnel de formation est financé par la contribution des entreprises, dès l'origine, dès la mise en place de ce système. Donc les entreprises, à travers leurs représentants, qu'ils soient du côté employeur ou qu'ils soient du côté salarié, ont tout intérêt à s'impliquer dans la mise en œuvre du compte personnel de formation. Il en est de même en ce qui concerne les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle et sur la taxe d'apprentissage. Il est certain que ces différents acteurs seront aussi intéressés avec l'État et la région sur un bon pilotage de ces opérations. Mais je le redis, ce ne sont que 3 thèmes parmi d'autres. D'autres sujets pourraient être envisagés dans le pilotage par ce bureau des financeurs au sein du CREFOP. Merci de votre attention.